Avant son arrestation en février 2005, Dennis Rader était perçu dans sa communauté locale comme un homme normal, poli et bien élevé. Les médias le décrivaient en soi comme un homme travailleur, titulaire de plusieurs diplômes, un fidèle pratiquant de l'Église et un chef de groupe de scouts. Selon les témoignages, il était actif dans sa communauté et respecté. Mais cette façade s'est effondrée lorsqu'il a été révélé que Rader était le tristement célèbre tueur en série, jusque-là non identifié, surnommé BTK, un criminel brutal et violent qui avait terrorisé Wichita, au Kansas, pendant plusieurs décennies. Qui était Dennis Rader et qu'est-ce qui l'a poussé à ces actes atroces? Dans ce documentaire, nous allons clarifier ces questions et d'autres en explorant l'histoire de Dennis Rader. Dans cette vidéo, nous ne l'appellerons pas le tueur BTK car c'est ce qu'il voulait. Nous allons l'appeler le FDF, le raté de la disquette. Et nous allons vous expliquer exactement pourquoi. Jeunesse. Dennis Lynn Rader est né le 9 mars 1945 à Pittsburgh, Kansas. Il était l'aîné des 4 fils nés de Dorothea May et William Alvin Rader. Les enfants ont grandi à Wichita, Kansas, et d'après tous, ils formaient une famille modeste. Dorothea était comptable et son mari, d'abord dans le corps des Marines des États-Unis, a ensuite travaillé au service de gaz du Kansas. Le couple travaillait de longues heures, ce qui leur laissait peu de temps pour nouer de vrais liens avec leurs enfants. Pendant son enfance, Rader a rejoint les Boy Scouts, où il a appris différents types de nœuds qui l'aideraient plus tard dans ses meurtres, et il était un membre actif de son église luthérienne locale. Le père de Rader, William, était décrit comme strict mais jamais cruel par ceux qui le connaissaient. Et Rader a ajouté « Je m'entendais très bien avec mon père ». Cependant, sa relation avec sa mère était une toute autre histoire. Mais maman n'était pas toujours heureuse. Je l'ai toujours aimée, je l'aime encore énormément, mais j'avais quand même une petite rancune envers maman. C'était ses propres mots. Il a dit ressentir de la rancœur envers sa mère, ayant l'impression qu'elle l'avait surtout ignoré en grandissant. Dorothée aurait souffert de dépression postpartum après la naissance du 4e fils du couple. Tandis que Dennis la décrivait comme une fumeuse qui préférait regarder la télévision plutôt que de s'occuper des enfants, notant qu'il semblait parfois qu'elle aurait préféré la présence d'une tierce personne, d'un ami ou d'un livre, plutôt que la nôtre. Dans une autre interview, il a dit que sa mère n'était pas devenue une amie proche. Même si ses parents paraissaient absents, Dennis gardait un souvenir tendre de ses grands-parents qu'il trouvait très affectueux. Il a déclaré « La maison était à 2 étages, à ossature bois de couleur blanche et avait un porche à l'avant. Un de mes premiers souvenirs là-bas. Un orage éclaté, j'avais peur du tonnerre et des éclairs. Ma grand-mère me rassurait en disant que c'était une charrette de pommes de terre traversant un pont et que le bruit venait des pommes de terre tombant sur les planches. » Il a décrit sa grand-mère comme merveilleuse et très serviable, mais parfois distante, comme si son esprit était ailleurs, un peu comme ma mère. Il a ajouté que son grand-père avait bon cœur, mais aussi un côté méchant. Denis a déclaré qu'il savait depuis l'enfance qu'il deviendrait tueur. L'un de ses souvenirs les plus marquants était le moment où la bague de sa mère s'est retrouvée coincée dans un ressort du canapé. Constatant qu'elle ne pouvait libérer sa main, Dorothée a paniqué et a supplié son fils de chercher de l'aide. Même enfant, Denis se souvenait avoir été effrayé mais aussi excité. Je la fixais. Une sensation étrange me serrait l'estomac et l'aine. Il était excité par le fait que sa mère soit piégée et il rejouait souvent ce scénario dans sa tête, remplaçant sa mère par différentes autres femmes. Un autre souvenir marquant de son enfance était le fait que regarder des poules être attachées avant d'être abattues l'excitait, et bientôt il s'imaginait attacher des femmes sur des rails de chemin de fer. Dennis a commencé à se masturber en lisant le livre de son père sur le tueur des cœurs solitaires, un tueur en série nommé Harvey Glatman, qui sévissait dans les années 1950
Glatman attirait ses victimes en se faisant passer pour photographe, mais il en a rencontré au moins une grâce à une petite annonce de cœur solitaire dans le journal. Dennis appelait le tueur en série en lui, la partie de lui qui prenait plaisir à ces choses et appréciait les fantasmes sexuels violents, le Minotaure. Dennis a fréquenté l'école primaire Riverview où il avait du mal à maintenir des notes moyennes, tombant parfois en dessous. Il était considéré comme un élève timide et introverti qui n'établissait pas facilement de lien avec ses camarades. Il n'aimait pas parler en public et lisait lentement. En repensant à son temps à l'école, Denis a déclaré « Je dirais que même quand j'étais à l'école primaire, j'avais en quelque sorte des problèmes, des fantasmes sexuels, probablement plus que la normale. » Le psychologue légiste, le docteur Tony Rock, qui a examiné Rader après son arrestation, pense que quelque chose s'est produit très tôt dans sa vie, ce qui amènerait Denis à associer la mort au plaisir sexuel. En déclarant « Si Rader était complètement honnête, je suis sûr que nous trouverions un événement de son enfance que Rader a immédiatement associé à des sentiments sexuels. » D'une manière ou d'une autre, très tôt, Rader a vécu un événement où il a finalement associé le plaisir sexuel au fait de regarder une créature vivante souffrir et mourir. Après cette première expérience, il a sans doute travaillé dur pour entretenir ses sentiments. Comme beaucoup de tueurs en série, Denis a blessé et tué des animaux durant sa jeunesse. Il se souvenait d'une femme nommée Betty, mariée au cousin de son père, qui lisait beaucoup de poésie et aimait les jeux de lettres. Elle aussi, a déclaré Rader, détestait les chats. Elle racontait des histoires où elle noyait des chats dans des sacs de jute à sa ferme. Comme moi, elle pensait qu'ils avaient un pouvoir mystique secret, un mal qu'il fallait éliminer. Ces histoires m'ont peut-être poussé à les rechercher pour en faire des victimes de bondage. J'ai effectivement noyé 1 ou 2 chats. Rader avait aussi évoqué sa difficulté à accepter le rejet. Il a dit que, dans son enfance, la fille du pasteur était sa première vraie petite amie. C'était sûrement de l'amour car j'avais mal quand je ne la voyais pas le dimanche. Quand son père l'a fait partir de la région, j'étais dévasté. Je n'ai jamais vraiment su accepter le rejet. Je crois que c'est l'un de mes principaux problèmes, le rejet et le besoin d'attention. Le besoin d'attention d'un enfant qui veut se sentir désiré et aimé ne s'est pas développé normalement. Étrangement, Rader était fasciné par les silos dans sa jeunesse, notant qu'il était souvent excité rien qu'en y entrant. Il a dit que lui et ses frères jouaient souvent aux cow-boys et aux indiens, et qu'il aimait être capturé et ligoté. Être ligoté et impuissant, ou regarder d'autres personnes dans cette situation, était quelque chose que Rader trouvait profondément excitant. Parmi les autres choses qu'il appréciait dans son enfance, il y avait les histoires criminelles vraies ou fictives mettant en scène des femmes ligotées et impuissantes, ainsi que les films d'horreur et de monstres classiques, notamment La Maison de cire de 1953 et Le Loup-garou de 1943, à propos desquels Rader a déclaré « Le loup-garou traquait ses victimes, son visage, un vrai monstre sous la lune, la créature mystique. Une certaine excitation sexuelle résidait dans la traque et la chasse. » Après l'école primaire, Rader a fréquenté le Wichita Heights High School entre 1959 et 1963, tout en travaillant à temps partiel. Il a continué à avoir des difficultés avec les matières comme les maths et l'anglais, mais il excellait en art. Il a commencé à donner la priorité à son travail. Comme il voulait économiser pour acheter une voiture, ses études lui paraissaient moins importantes. Il a aussi commis sa première effraction à cette époque, pénétrant de nuit dans l'école et fouillant les bureaux des filles. L'idée de toucher à leurs affaires semblait lui procurer une certaine excitation. Avec le temps, il est devenu plus audacieux dans les effractions. Il attendait qu'il n'y ait personne dans une maison pour y entrer, repérait les chambres des filles et fouillait leurs affaires. Il prenait souvent des sous-vêtements ou des bas en souvenir. Les fantasmes de Rader se sont de nouveau intensifiés quand il a commencé à espionner des femmes par les fenêtres pour les observer se déshabiller. La docteure Catherine Ramsland a écrit dans son livre Confession of a Serial Killer, The Untold Story of Dennis Rader, The BTK Killer, qu'il présentait le développement d'une paraphilie qui est décrite comme un trouble sexuel débutant généralement dans l'enfance ou l'adolescence et se poursuivant à l'âge adulte. Avec ce trouble, l'excitation sexuelle provient d'objets comme des poupées ou des sous-vêtements, d'activités spécifiques comme le bondage ou le fait de poignarder, ou d'expériences déviantes telles que la poursuite, l'étranglement ou le vomissement. Les personnes atteintes de ce trouble en deviennent souvent obsédées, leurs fantasmes devenant de plus en plus détaillés à mesure qu'elles vieillissent. Dennis a rapporté qu'à partir de son adolescence, il utilisait le sous-sol de la maison familiale pour pratiquer l'asphyxie auto-érotique, où il se pendait afin d'atteindre l'orgasme.
Il a dit avoir passé des années à créer des dispositifs pour accroître son excitation sexuelle et prenait du plaisir à diverses activités, pas seulement à se pendre ou s'attacher. S'enfermer ou porter des vêtements féminins fonctionnait aussi. Plus tard, il se photographiait souvent, portant un masque habillé avec des vêtements féminins attachés et ou suspendus. Lorsqu'on lui a posé des questions sur les photos, Rader a admis qu'il faisait semblant d'être ses victimes. Dennis prenait également plaisir à penser à la torture mentale extrême des autres. D'après Dr Ramsland, les sadiques aiment le pouvoir d'imposer leur volonté à une personne vulnérable, et Denis a effectivement exercé ce pouvoir. Lorsqu'il a fini par tuer, il annonçait à ses victimes leur mort, voulant qu'elles en soient conscientes. Le docteur Ramsland a ajouté que les paraphilies se développent lorsque l'instinct sexuel se combine à d'autres expériences. Une fois établies, elles deviennent la principale source d'excitation et il devient difficile de revenir à des expériences peut-être plus normales. Après avoir obtenu son diplôme en 1963, Rader a travaillé dans une épicerie locale et à l'été 1966, à l'âge de 21 ans, il a rejoint l'US Air Force. Certains pensaient que c'était pour éviter d'être envoyé combattre dans la guerre du Vietnam. Il a servi pendant 4 ans avant d'être démobilisé en 1970 et moins d'un an plus tard, il a rencontré Paula Dietz, qu'il a épousée le 22 mai 1971. Ils auront finalement 2 enfants. 2 ans plus tard, Rader a trouvé un emploi chez Cessna, un petit constructeur d'avions. À cette époque, il a obtenu un diplôme universitaire de 2 ans en électronique, ingénierie et technologie, après quoi il s'est inscrit à Wichita State University et a commencé à préparer une licence. Cependant, après environ 9 mois, Dennis a été licencié de son travail, ce qui l'a laissé déprimé et sans but. Il a commencé le trolling, qu'il appelait ainsi son activité favorite, conduire en ville pour observer des femmes qu'il trouvait attirantes. Il a commencé à traquer des femmes dans les magasins et à fantasmer sur le fait de se cacher dans leur voiture pour les surprendre et les kidnapper sous la menace d'une arme à feu. Mais ce n'est qu'en janvier 1974 que Rader a choisi sa cible finale. La famille Otero, Julie Otero, âgée de 33 ans, et sa fille de 11 ans, ont d'abord attiré l'attention de Rader en novembre 1973. En voyant Julie conduire les enfants à l'école, il les a suivis jusque-là. Julie habitait North Edgemoor avec son mari Joseph et leurs 5 enfants. Le matin du 15 janvier 1974, lorsque Rader s'était passé à l'action, les 3 enfants les plus âgés étaient déjà partis à l'école. Denis avait minutieusement planifié cette agression et ce meurtre pendant des semaines, voire des mois. Il avait passé du temps à réunir son kit avec une arme à feu, des couteaux, cagoules, cordons, rubans adhésifs, sacs plastiques, gants et divers outils d'effraction. Après avoir surveillé la famille pendant des mois, il a décidé que le meilleur moment pour frapper était le matin, lorsque les enfants plus âgés étaient à l'école et que le mari de Julie était au travail. Imaginez la surprise de Rader après avoir coupé la ligne téléphonique à 8h20. En entrant par effraction, il a découvert que Julie n'était pas seule avec ses 2 enfants. Joseph, le mari de Julie, était aussi présent. Dennis a brandi son pistolet de calibre 22 et a dit à la famille qu'il s'agissait d'un vol et qu'ils ne devaient pas avoir peur, précisant qu'il était un fugitif ayant seulement besoin de provisions et d'argent. Les enfants Joseph Otero II, âgé de 9 ans, et Joséphine Josie Otero, âgée de 11 ans, qui s'apprêtèrent à partir pour l'école, semblaient me défrayer. Josie s'est mise à pleurer. Rader, agité par le chien de la famille qui aboyait, les a menacés et Joseph a fini par mettre l'animal dans le jardin. Rader a ensuite ordonné à la famille d'entrer dans une chambre, leur a attaché les mains derrière le dos et a mis des sacs plastiques sur la tête de Joseph et Joey. Julie et Josie ont tenté de négocier, mais Rader s'en fichait. Il a tué le père et le fils en premier avant de passer une corde autour du cou de Josie jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, puis il a étranglé sa mère. Ensuite, il a emmené Josie, âgée de 11 ans, au sous-sol et lui a retiré ses vêtements avant de la pendre à un tuyau suffisamment solide pour supporter son poids. Horriblement, Rader s'est procuré du plaisir sexuel avant de quitter les lieux, bien que des traces ADN lui appartenant aient ensuite contribué à sa condamnation. Avant de partir, Dennis a monté le thermostat, espérant fausser l'heure du décès. Il s'est aperçu après être parti qu'il avait perdu le couteau avec lequel il avait coupé les lignes téléphoniques. Il est revenu avec sa voiture pour le récupérer avant qu'on ne remarque un problème. Les corps ont été découverts cet après-midi-là par les 3 enfants aînés des Otero, tous des adolescents qui rentraient proches de l'école.
À l'intérieur de la maison, un sac à main avait été vidé et un portefeuille sans rien à l'intérieur a été retrouvé. Une montre appartenant à Joseph et la radio de Joey manquaient pas toutes les deux. La voiture familiale disparue de l'allée a été retrouvée plus tard dans la soirée, garée devant une épicerie à un demi-mile de là. En repensant à son premier meurtre, Rader a dit qu'il avait hésité à tuer la famille Otero, mais a estimé devoir le faire car il pouvait l'identifier. Je ne portais pas de masque, même si j'en avais un, et peut-être que j'avais oublié de le baisser. C'était un masque de type bonnet de ski. J'avais envie de les laisser comme ils étaient mais quelque chose de sombre m'a poussé à les tuer. Ils pouvaient me reconnaître, alors j'ai décidé de les éliminer, de les étrangler. Après coup, Dennis se souvient avoir réfléchi à son propre surnom, choisissant BTK pour ligoter, torturer, tuer. Il s'attendait à devenir un tueur en série célèbre et terrifiant comme Jack l'Éventreur ou Ted Bundy, et avait hâte de lire des articles sur ses crimes dans les journaux et les magazines de faits divers. Meurtre supplémentaire. 3 mois plus tard, le 4 avril 1974, des policiers de Wichita furent appelés au domicile d'une femme de 21 ans nommée Catherine Doreen Bright. Son frère Kevin a fui et appelé les autorités après qu'un intrus se soit introduit dans la maison et lui ait tiré dessus 2 fois avant d'attaquer Catherine. Kevin, toujours attaché avec une corde blanche au cou, a dû recevoir d'importants soins à l'hôpital après sa fuite. Catherine a été retrouvée allongée dans une mare de sang, mais était miraculeusement en vie. Elle avait été poignardée 11 fois dans le dos et le bas-ventre et avait été étranglée. Elle a donné son nom et son âge aux policiers avant de s'évanouir. Des bas en nylon étaient noués autour de ses poignets et de ses chevilles. Une écharpe bleue et une fine corde étaient attachées à son cou. Couverte d'ecchymose, saignant et peinant à respirer, elle a été transportée en ambulance mais est décédée pendant l'opération. Les enquêteurs ont fouillé la maison à la recherche d'indices. La radio était allumée et le sac à main de Catherine vidé. Un tiroir de sous-vêtements avait été ouvert et le téléphone débranché du mur. D'autres vêtements, dont des chemises et une chemise de nuit, ont été retrouvés trempés de sang, ainsi que 2 dents. Un trou de balle était visible dans la porte de la salle de bain, et une chaise ensanglantée avec des bas attachés se trouvait dans une chambre. La vitre de la porte arrière avait été brisée, des fragments scintillaient sur le sol. Un cordon en plastique a été retrouvé dans le camion du père de Catherine. Kevin a dit aux enquêteurs qu'un homme blanc armé était entré dans la maison, prétendant être un fugitif de Californie. Il a décrit l'assaillant comme ayant environ 25 ans, mesurant 1,80 m, de corpulence robuste et pesant environ 82 kg. Il a également noté ses cheveux foncés et sa moustache et a dit qu'il transpirait et portait des gants. L'homme avait braqué une arme sur Kevin, l'obligeant à attacher sa sœur avant de demander de l'argent. Il a mis un bas autour du cou de Kevin et ils se sont disputés l'arme avant qu'elle ne parte. Il a tenté de lutter contre l'intrus mais a de nouveau été touché par balle. Craignant pour sa sœur, inquiet de l'absence d'aide et sachant qu'il ne pouvait repousser l'homme seul, Kevin s'est enfui chercher de l'aide, laissant Catherine derrière lui. Rader a tenté d'étrangler la jeune femme de 21 ans mais, face à sa résistance, il l'a finalement poignardée. Rader est resté discret plusieurs années après le meurtre de Catherine Bright. En août 1976, il a trouvé une nouvelle cible, mais a été effrayé lorsque Martin Sols, le tireur d'élite du Holiday Inn, a commencé sa fusillade, attirant la police dans la région. Rader jugeait trop risqué de commettre un meurtre. Il a donc renoncé et attendu que le problème du tireur d'élite soit réglé. Il a frappé de nouveau le 17 mars 1977. La police a été appelée au 1311 South Hydraulic Street après avoir été alertée de la présence d'un corps sans vie. Le corps, rapidement identifié comme étant celui de Shirley Vian Relford, âgée de 25 ans, avait été laissé nu, allongé à plat ventre sur le lit. Un sac en plastique avait été attaché sur la tête de Shirley, maintenu par une chemise de nuit rose. Du ruban adhésif électrique avait été mis sur ses bras et chevilles et ses mains liées derrière le dos avec une corde. Une longue corde séparée était enroulée 4 fois autour de son cou, de ses poignets et de ses chevilles. Les fils de Shirley, 6 et 8 ans, ont découvert son corps. Ils avaient averti un voisin de la mort de leur mère, et les enquêteurs ont vite appris que les enfants avaient vu l'agresseur et entendu l'altercation depuis l'intérieur d'une salle de bain verrouillée.
Ils ont décrit l'intrus comme un homme blanc armé d'un pistolet, portant une petite valise à fermeture éclair qui les a forcés, eux et leur sœur, à entrer dans la salle de bain avant de les attacher. Ils n'ont pu s'échapper que grâce à l'aîné qui a brisé la fenêtre de la salle de bain. Le garçon de 6 ans a affirmé avoir vu l'intrus dans la rue plus tôt dans la journée. Il montra une photo d'une mère et de son fils en lui demandant s'il les avait vus ou s'il les connaissait. Le garçon répondit non. Dennis a ensuite dit que son attaque contre Shirley était aléatoire. Il cherchait une autre femme rencontrée sur le campus de la Wichita State University, mais n'avait pas pu entrer dans sa maison. Il a confirmé avoir parlé au fils de Shirley, lui montrant une photo de sa femme et de son enfant en lui demandant s'il les avait vus. Il a regardé le garçon retourner chez lui, puis l'a suivi, a frappé à la porte et s'est présenté comme un détective scolaire, essayant de retrouver la femme et l'enfant sur la photo. Il a sorti une arme quand Shirley est arrivée, encore en tenue de nuit et souffrante. La victime suivante de Rader fut Nancy Jo Fox, 25 ans. Contrairement à Shirley, Nancy était une vraie cible, que Rader avait traquée des mois avant de l'attaquer. Il l'a qualifiée de projet parfait car elle n'avait pas de petit ami, jamais de visiteur imprévu ni de chien. Il a déterminé son nom en fouillant dans son courrier et a également découvert où elle travaillait. Cela lui a permis d'observer Nancy en personne pour l'évaluer. Le 8 décembre 1977, il a frappé à sa porte. La maison était vide, il a donc coupé les lignes téléphoniques avant d'entrer et d'attendre son retour. Il a ensuite affirmé que Nancy ne s'était pas débattue. J'avais un contrôle total sur elle, c'est pourquoi c'était l'un des meurtres les plus agréables selon moi. Lorsqu'il a avoué son problème sexuel à Nancy et exprimé son désir, ils ont discuté avant qu'elle lui dise qu'il devrait en finir avec ça afin qu'elle puisse appeler la police. Rader a dit que cela avait scellé son destin. Il ne pouvait pas la laisser vivre, sachant qu'elle préviendrait la police, car il n'avait pas porté de masque. Il a étranglé Nancy avec une ceinture, ses pieds et ses mains avaient été attachés avec des bas en nylon, et il s'est masturbé dans l'une de ses robes de nuit, par la suite. Comme il le faisait avec toutes ses victimes, Rader a ensuite fouillé dans ses tiroirs, son sac à main et ses effets personnels à la recherche de bons trophées qu'il pourrait ramener chez lui. Il a pris entre autres le permis de conduire de Nancy. Le lendemain, il a appelé les autorités d'une cabine pour leur dire que le corps de Nancy était à son adresse. Comme dit plus tôt, Dennis aimait gagner en infamie par ses meurtres. Le 31 janvier 1978, il a envoyé un poème qu'il avait écrit sur Shirley Vian Ralford au Wichita Eagle, un journal local, mais il est devenu frustré lorsqu'il n'a reçu aucune couverture médiatique. Il a ensuite rédigé un autre poème, celui-ci à propos de Nancy Fox, et l'a envoyé avec une lettre à la chaîne de télévision KK à Wichita. Dans la première partie de la lettre, qui était truffée de fautes d'orthographe, il a écrit « Je trouve amusant que le journal n'ait pas écrit à propos du poème sur Vian. Un petit paragraphe aurait suffi. » Rader a ensuite revendiqué anonymement la responsabilité des meurtres de Nancy, Shirley, Catherine et des 4 membres de la famille Otero et a également suggéré des surnoms possibles pour lui-même, y compris BTK et des variantes de ce nom. Il disait avoir été poussé à tuer par le facteur X, qu'il évoque souvent comme la cause de sa violence et de son insensibilité. Il collaborera plus tard avec la Dr Ramsland afin qu'elle puisse découvrir son facteur X. Ramsland a dit aux médias que Rader ne ment pas, mais que ce n'était pas si difficile. Il voulait que ce soit un mystère intense et profond, inaccessible à tous. Elle a ajouté qu'au final, Rader n'est pas si mystérieux. Je l'appelle la trajectoire vers la violence, a-t-elle noté, en précisant que le facteur X n'est en réalité qu'une combinaison de ses pulsions sexuelles isolées et de sa soif de célébrité, qui s'entrecroisent avec sa vie fantasmatique ainsi que l'opportunité de commettre ses crimes. Ayant trouvé les meurtres de la famille Oteros très excitants, cela l'a sans doute poussé à continuer à tuer. Dennis a demandé dans sa lettre que la police lui envoie un message caché, car il avait inclus tant de détails remarquables dans son écrit. Les enquêteurs ont confirmé qu'elle venait bien du tueur recherché. En réponse à sa demande, Cade a fait apparaître un message subliminal un soir, le message ne durant qu'une fraction de seconde. Il disait « Appelle le chef », avec un dessin de lunettes identique à celle trouvée sur la scène de Nancy Fox. La police espérait que Rader se rendrait, mais il ne l'a pas fait. Le 27 avril 1985, Maureen Edge, âgée de 53 ans, ne s'est pas présentée au travail. Comme ce n'était pas dans ses habitudes, un collègue inquiet a appelé son fils qui est allé voir la femme plus âgée.
Il a constaté avec étonnement la disparition de sa voiture, sans comprendre où elle pouvait être alors qu'elle était censée être au travail. Le fils a toutefois attendu le lendemain pour signaler la disparition de sa mère, ne parvenant pas à la joindre. Les lignes téléphoniques de Maureen avaient été coupées et les enquêteurs ont appris qu'elle avait été vue pour la dernière fois le 26 avril vers 1h du matin quand un ami est parti de chez elle. Le 2 mai, sa voiture a été retrouvée verrouillée et abandonnée dans un centre commercial à l'angle de la 21e rue et de Woodlawn. Elle était là, sans avoir été déplacée, depuis le 27 avril. Le sac à main de la femme de 53 ans a ensuite été retrouvé à l'angle de la 37e rue et de la 143e. Le corps de Maureen a finalement été retrouvé près de Webb et de la 53e Nord, recouvert de feuillage et d'herbe, accompagné des restes d'un chien et d'une paire de collants noués. La mort de Maureen a été attribuée à une strangulation. En raison des circonstances particulières du décès de Maureen, différentes des scènes habituelles de Dennis Rader, il n'a pas été lié tout de suite à l'affaire. Il laissait toujours le corps dans la maison selon son mode opératoire. En conséquence, la police a d'abord porté son attention sur un ami masculin qui avait laissé Maureen en vie dans les premières heures du 26 avril. Rader avouera plus tard le meurtre de Maureen, disant avoir attendu des heures avant d'agir. Il a attendu que l'ami de Maureen parte. Il a attendu que la femme de 53 ans s'endorme, puis a allumé la lumière de la salle de bain, sauté sur le lit et l'a étranglée à main nue. Il l'a déshabillée et attachée après sa mort, a volé plusieurs trophées, puis a enveloppé le corps dans des couvertures pour le transporter dans la voiture de Maureen. Il a d'abord transporté le corps de Maureen à son église, l'a attaché dans diverses positions et a pris des photos avec un appareil Polaroid qu'il avait volé dans un magasin. Il a replacé le corps dans la voiture, s'est rendu sur le lieu où il a abandonné le corps de Maureen après l'avoir poussé hors de la voiture. En 1986, Rader a frappé de nouveau. Le 16 septembre, il a étranglé à mort Vicky Wegerle, âgée de 28 ans, avec un bas en nylon chez elle. Il a pris des photos de son cadavre avec un appareil photo volé. Vicky a été retrouvée par son mari à son retour du travail. Heureusement, le fils de 2 ans était sain et sauf. Les pieds de Vicky étaient attachés avec un lacet en cuir, ses mains liées derrière le dos. Un lacet en cuir a aussi été retrouvé sous un bas nylon autour de sa gorge. La voiture du couple avait disparu de l'allée et a été retrouvée plus tard sur le parking d'un magasin à quelques pâtés de maison du domicile. La dernière victime de Rader. Entre 1974 et 1988, Rader a travaillé pour ADT Security Services, où une partie de son travail consistait à installer des caméras de sécurité dans des maisons. De nombreuses alarmes ont été installées après la révélation d'un tueur en série en liberté. En 1991, il est devenu agent de la Fourrière et agent chargé du respect des règlements dans la banlieue de Park City. Ceux qui l'ont connu à l'époque se souviennent qu'il était beaucoup trop zélé et extrêmement strict. Il semblait prendre un grand plaisir à harceler les femmes célibataires. Une voisine se souvenait même qu'il avait tué son chien sans raison. Cependant, la plupart des témoignages le décrivaient comme un homme respectable dans sa communauté. Il était généralement calme et bien élevé, et il était le président du conseil de l'église luthérienne du Christ. De plus, il était reconnu comme bon père et chef des Cub Scouts. Sa fille Carrie déclarera plus tard qu'elle avait du mal à concilier l'homme qu'elle connaissait comme son père avec le tueur, décrivant son éducation comme celle d'une famille américaine normale. Sa dernière victime était une femme de 62 ans nommée Dolores Day Davis. Des amis inquiets ont demandé qu'on vérifie si Day allait bien. Le 19 janvier 1991, lorsqu'il a été découvert qu'elle était introuvable chez elle et que sa maison était en désordre. Les enquêteurs ont constaté que les rideaux étaient lentirés et qu'une lumière extérieure restait allumée en plein jour. Ses amis ont dit aux agents qu'elle garait toujours sa voiture dans le garage et qu'il était rare qu'elle la laisse dans l'allée. Le cordon du téléphone de la cuisine avait été arraché du mur et une fenêtre brisée laissait du verre dans le salon. Dans la chambre, tous les draps avaient été retirés. Des clés de voiture ont été trouvées sur le toit du garage et, en ouvrant la voiture de Dee, les autorités ont découvert un tapis dans le coffre. À un quart de mile, on a retrouvé des draps et une housse de matelas. Le corps de Dee n'a été retrouvé que le 1er février. Un garçon qui promenait son chien à la 117e rue a trouvé les restes sous un pont. Le corps était allongé sur le dos, une paire de collants serrés autour du cou, les jambes liées aux genoux avec des collants, un masque en porcelaine peint à la main tout près.
L'arrestation et la condamnation. Le goût de Denis pour les projecteurs a finalement causé sa chute. Trop enthousiaste et prompt à se montrer, il voulait prouver son intelligence en jouant fréquemment au chat et à la souris avec les enquêteurs. En 2004, son affaire était considérée comme non résolue. Puisque Rader n'avait fait aucune autre victime depuis 1991, beaucoup pensait-on qu'il était mort ou en prison pour d'autres délits. Mais il détestait cette idée et a commencé à envoyer lettres, provocations et colis à la police et aux médias pour prouver qu'il était toujours vivant. Il a envoyé de nombreux écrits au lieutenant de police de Wichita, Ken Landwehr, membre de la brigade spéciale chargée de traquer le tueur au milieu des années 80 et investi dans l'affaire depuis. Rader pensait avoir une relation spéciale avec le lieutenant. En mars 2004, Rader a écrit au Wichita Eagle et, en utilisant un faux nom, a avoué le meurtre de Vicky. Il a joint des photos de la scène de crime et une copie du permis de conduire, qu'il avait volé avant de fuir. Il paraît qu'avant ce moment, les enquêteurs n'avaient pas formellement relié BTK à la mort de Vicky. L'ADN retrouvé sous les ongles de Vicky a poussé les forces de l'ordre à le comparer aux échantillons de centaines d'hommes pour identifier le tueur. Plus de 1300 échantillons d'ADN ont été prélevés, mais aucune réponse n'est venue. Dans les mois suivants, Rader a déposé des colis dans des lieux publics pour les enquêteurs, notamment le lieutenant Landwehr. Ils contenaient en souvent des photographies des victimes, des scènes de crime et des effets personnels, ou bien des poèmes et d'autres écrits. À un moment donné, Rader a inclus des chapitres d'un livre qu'il écrivait sur lui-même, qui comportait certains détails inventés sur sa vie. Landwehr aurait eu l'idée d'obtenir plus d'informations du tueur en profitant de son ego très prononcé. Semblant faire confiance à Landwehr, Rader lui demanda s'il pouvait communiquer via une disquette sans que cela soit traçable à un ordinateur spécifique. Bien que cela ne soit pas possible, Landwehr a dit que ça l'était. Quelques semaines plus tard, une disquette envoyée à une chaîne de télévision locale a été retracée jusqu'à Rader, alors âgé de 59 ans. Il avait écrit le contenu de la disquette sur l'ordinateur de son église, dont il présidait encore le conseil. Malgré la solidité de la disquette comme preuve circonstancielle, les autorités estimaient avoir besoin de preuves plus directes. Ils ont ensuite obtenu un mandat pour avoir accès au frottis de la fille de Rader, Carrie. Les tests ADN ont révélé une correspondance familiale entre le frottis et un ADN retrouvé sous les ongles de Vicky. Lors de son arrestation le 25 février 2005, Rader aurait été consterné que le lieutenant Landwehr lui ait menti. Il a demandé à Landwehr, qui fut l'un des premiers à l'interroger, « Je dois te demander, Ken, pourquoi tu m'as menti ?» Landwehr a répondu « J'essayais de t'attraper. » Le profilé du FBI, Roy Hazelwood, a fait remarquer que Rader se sentait intouchable. C'est pourquoi il a cru aveuglément le policier, déclarant « Il croyait apparemment que Landwehr ne pouvait pas se permettre de lui mentir, car il savait que si c'était le cas, Rader couperait toute communication avec lui. » Certains experts ont souligné que Rader voulait être policier jeune, ce qui l'a peut-être rendu plus enclin à faire confiance aux forces de l'ordre. Quoi qu'il en soit, c'est pour cette raison qu'il sera à jamais connu sous le nom de FDF, l'échec de la disquette, et non pas BTK comme il aurait aimé l'être. Rader a été inculpé de 10 meurtres au premier degré. Son avocat commis d'office a plaidé non coupable en son nom le 3 mai, car Rader a refusé de s'exprimer lors de sa mise en accusation. Mais le 27 juin, alors que le procès devait commencer, l'homme de 59 ans a surpris tout le monde en plaidant coupable. Il a été noté qu'à l'époque, Rader n'a montré aucun remords, ni exprimé de regret pour ses actes. En août, après avoir entendu les déclarations des victimes, il aurait présenté ses excuses dans ce qui est décrit en ligne comme un monologue décousu de 30 minutes. Il a reçu 10 peines de réclusion à perpétuité consécutive, avec un minimum de 175 ans. Il purge actuellement sa peine à l'établissement correctionnel d'Eldorado, une prison de haute sécurité à Eldorado, Kansas. Il passe ses journées en isolement cellulaire, bien qu'en 2006, pour bonne conduite, il ait été autorisé à avoir accès à une télévision, une radio et des magazines. Les conséquences. Après la condamnation de Rader, sa femme a aussitôt demandé le divorce. Sa fille, Carrie Rawson, n'a commencé à parler aux médias qu'en 2019. Elle se souvient avoir été approchée par le FBI en 2005 qui lui a dit que son père était le tristement célèbre tueur en série, déclarant « Vous ne voulez pas croire que c'est vrai, et vous savez, le père que vous connaissez n'est pas capable de tout cela. »
Elle a ajouté que toute sa vie avait été un mensonge. Elle a décrit son père comme étant équilibré, gentil et chaleureux, mais elle a ajouté qu'il pouvait aussi être très ferme ou avoir des accès de colère ou des éclats inattendus. En 2003, quelques années seulement avant son arrestation, Rader a accompagné sa fille à l'hôtel le jour de son mariage. Dans une interview avec ABC News, Carrie a conclu « J'avais ma famille, j'avais mon mari, je suivais une thérapie, mais on est en quelque sorte seul. C'est un club d'une immense solitude, le pire qu'on puisse imaginer rejoindre, être la fille d'un tueur en série. » Après la révélation de l'identité du tueur, diverses forces de l'ordre ont envisagé que Rader ait pu tuer plus de personnes, mais ont finalement estimé qu'il disait probablement la vérité sur le nombre de victimes. Lors des entretiens avec les enquêteurs, il a seulement déclaré qu'il y avait beaucoup de gens chanceux, suggérant qu'il avait traqué et prévu de tuer plusieurs personnes sans y parvenir pour diverses raisons. Malgré ses premières conclusions, cependant, Rader a de nouveau fait la une des journaux en 2023. Lorsque l'on a révélé qu'il était un suspect potentiel dans la disparition d'une pom-pom girl de 16 ans nommée Cynthia Kinney, qui s'est volatilisée dans une laverie automatique à Poteau, Oklahoma, le 26 juin 1976. À l'époque, la banque en face de la laverie faisait installer son système de sécurité et Rader travaillait alors pour ADT Security Services. Ce lieu n'est qu'à 2 heures de route de Wichita, mais il reste incertain si Rader installait le système de sécurité près du lieu de la disparition de Cynthia. Le shérif du comté d'Osage, Eddie Verdon, a décidé d'enquêter sur l'implication possible de Rader après avoir découvert que le tueur en série avait utilisé l'expression « mauvaise journée de lessive » dans ses écrits. Les autorités savaient aussi que Rader pouvait parfois traquer des femmes croisées dans des laveries locales. Lors d'une précédente interview en prison, Rader a avoué avoir fantasmé sur l'enlèvement d'une fille dans une laverie. L'enquête a aussi permis aux forces de l'ordre de découvrir le meurtre de Shona Garber, 22 ans dont le corps a été retrouvé en décembre 1990 dans le comté de McDonald, Missouri. Elle avait été violée, étranglée et attachée avec différents liens 2 mois plus tôt. En 2024, les enquêteurs ont révélé qu'ils avaient reçu un colis d'une femme contenant une grille de mots croisés que Rader aurait utilisé autrefois pour narguer la police. Le mot croisé contenait des termes comme proue, fantasme et ruse. Mais un nouvel examen du mot croisé a révélé les noms Cindy, Kinney et Kehoe, le lieu où se trouvait la laverie automatique. Lors de la rédaction de ce documentaire, aucun lien concluant n'existe entre Cindy et Rader. Sa fille a tenté de lui parler pour savoir s'il avait plus de victimes qu'il ne le laisse entendre, mais il aurait refusé de coopérer. Kerry a dit à News Nation « Nous faisons face à un homme qui multiplie les manipulations ». Le docteur Ramsland a exprimé des sentiments similaires dans son livre lorsqu'elle a évoqué le temps passé à échanger avec Rader, mais elle a noté qu'il n'était pas aussi complexe qu'il le prétendait, ou qu'il voulait l'être. Je ne pense pas qu'il m'ait tout dit, et je ne pense pas qu'il m'ait toujours dit la vérité, mais je pense avoir plutôt bien cerné Rader. Dennis Rader prétend être intelligent, mystérieux et intouchable, mais il semble surtout être un homme égocentrique qui prend plaisir à terroriser des femmes et des fiancés vulnérables pour sa propre satisfaction sexuelle. Bien qu'il soit difficile de savoir exactement quand il a développé un goût pour la violence, c'est certainement quelque chose qu'il porte en lui depuis son enfance. Le psychologue du Massachusetts, Robert Mendoza, a été contacté par l'avocat de Rader avant son procès afin qu'il puisse réaliser une évaluation psychologique du tueur en série. À la suite d'un entretien avec Rader, Mendoza a conclu qu'il souffrait de plusieurs troubles de la personnalité, notamment de TOC, de narcissisme et de troubles de la personnalité antisociale. Il a relevé l'estime de soi marquée de Rader, affirmant que sa conviction d'être spécial le conduit à s'estimer digne d'un traitement privilégié. Rader cherche toujours de l'attention et de l'admiration, un comportement déjà observé dans son enfance, et montre une absence totale d'empathie. Carrie Rawson, en rendant visite à son père en prison, a commenté que Rader n'est plus que l'ombre de lui-même. L'homme qui autrefois inspirait la peur aux habitants de Wichita est aujourd'hui réduit à un vieil homme frêle, incapable de faire grand-chose par lui-même. Il a maintenant 78 ans, dépend d'un fauteuil roulant pour se déplacer et a perdu une grande partie de sa stature autrefois imposante. Carrie a dit « Il pourrit jusqu'à la moelle ». Nous allons y ajouter quelque chose. Bien.